Bonjour, je m'appelle Julien. Sur ce podcast, je vais vous raconter des histoires de chiens, des histoires de vie, des histoires drôles, des histoires attendrissantes ou parfois terrifiantes. Des interviews de propriétaires, d'éducateurs canins ou de professionnels. Enfin, tout ce qui tourne autour de cet animal qu'on voit partout mais que beaucoup connaissent si peu. Bienvenue dans Histoire de chiens. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Libre à vous d'y croire ou non. Je vis à Bungay dans le Suffolk, à l'est de l'Angleterre. Nous sommes en 1577, le 4 août exactement. Je me promène sur la place du village, où de nombreux habitants flânent, des enfants jouent, des hommes parlent fort, le temps est gris et présage une petite pluie. Aïe, je me suis trompé. En fin d'après-midi, un violent orage apparaît soudainement. Courez, courez, allez vous mettre à l'abri. L'église Sainte-Marie possède un paratonnerre et nous serons sous la protection de Dieu. La pluie fait rage et les éclairs illuminent le ciel dans une danse infernale qui terrorise toute la population. Il faut savoir que nos maisons sont en bois et torchis. Le toit est en chaume et nous avons très peur de la foudre qui peut à tout moment mettre le feu qui se propagerait rapidement à travers la ville, réduisant Bungay en cendres. La faible lumière des bougies de l'église donne une atmosphère particulière. L'ombre des paroissiens et des meubles danse partout sur les murs. Régulièrement, la nef est éclairée par la tempête qui sévit toujours dehors. Certains prient à genoux, d'autres pleurent en implorant le ciel de nous sauver. Dans tous les cas, nous sommes très pieux et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous inflige cette punition. Et nous ne sommes pas prêts d'avoir une réponse. La porte de l'église s'ouvre violemment et dans un éclair assourdissant, la lumière fait apparaître soudainement un chien noir aussi grand qu'un homme et aux yeux de braise. Nous paniquons car l'animal démoniaque s'avance dans l'allée centrale. Il court en direction des paroissiens et... oh non, il attaque! Tout le monde est terrifié. Nous ne pouvons pas sortir car la tempête a redoublé d'intensité. Le cri des habitants attaqués rebondissent sur les murs en pierre de l'église et résonne aussi fort que le tonnerre. Nous sommes coincés et Dieu ne nous aide pas. Dans un nouvel éclat de lumière, l'église illuminée laisse apparaître les deux corps de deux personnes à terre baignant dans une flaque de sang. C'est horrible. Des blessés dans tous les coins errent comme des fantômes. Et... Mais où est passé ce chien de l'enfer? Il a disparu en un éclair, laissant derrière lui des traces de griffes et de brûlures sur les murs et la porte de l'église. La tempête disparut dans la nuit, et nous avons pu rentrer dans nos demeures, qui n'avaient heureusement pas brûlé. Nous avons eu 2 morts et des tas de blessés. Le nettoyage de l'église Sainte-Marie a pris du temps et laisse une cicatrice indélébile dans l'esprit des habitants de Bungay. Il serait ensuite réapparu dans l'église de la ville de Blythburgh, située à une dizaine de milles de là. Il tua 3 autres personnes, dont un petit garçon, et brûla la main d'une 4e, puis finit par s'enfuir en laissant des traces de brûlé sur la porte de l'église. L'apparition du chien noir de Bungay ne se limita pas à une seule soirée. Au cours des siècles, plusieurs habitants du Suffolk affirmèrent avoir croisé cette créature mystérieuse sur des chemins déserts et près de sites anciens. Alors, à votre avis, légende? Hallucination collective? Ou est-ce que Dieu a voulu mettre à l'épreuve les paroissiens de Bungay en leur envoyant un chien descendu sur terre et venu du 7e cercle de l'enfer?
Au-delà du Péloponnèse, en Grèce, c'est à Taenarum que se trouvent les portes de l'enfer, gardées par une créature épouvantable. Si vous êtes dans le coin, que vous soyez vivant ou mort, craignez la morsure de ce chien à 3 têtes qu'on appelle Cerbère. Cerbère est le fils d'Échidna, au corps de serpent et au visage de femme, réputé comme la mère de tous les monstres, et de Typhon, le serpent à plusieurs têtes, considéré comme l'une des forces les plus redoutables du chaos et de la destruction. Hadès, qui régnait sous la terre, enchaîna Cerbère à la porte des enfers. Il empêchait les morts de sortir et ceux-ci étaient terrorisés. Pour l'apaiser, il lui apportait un gâteau de miel qu'on avait placé dans leur tombe, en même temps que l'obole déposé dans la bouche pour Charon, faisant passer le fleuve Styx qui séparait le monde des vivants de l'enfer. Plusieurs vivants ont cependant essayé de passer. Pour les plus connus, je parlerai d'une histoire d'amour. Eurydice marche sur un serpent, se fait mordre et meurt instantanément. Orphée, l'amour de sa vie, est effondré et décide d'aller chercher sa bien-aimée dans l'antre des morts. Avec sa lyre, offerte par Apollon, il descend courageusement dans les profondeurs et charme avec sa musique plaintive et lancinante le passeur Charon, le chien à 3 têtes Cerbère, les 3 juges des morts et les Euménides, déesses de la vengeance. Hadès, l'impitoyable dieu des morts, l'autorise alors à ramener sa bien-aimée dans le royaume des vivants, à la seule condition qu'Orphée ne se retourne pas tant qu'elle n'a pas atteint la rive des vivants et la lumière du soleil. Arrivé au bout du voyage, Orphée n'entend plus sa douce qui normalement la suit au son de sa lyre. Il se retourne et Eurydice retombe dans les limbes pour toujours. La deuxième plus connue, c'est Héraclès, qui, pour un de ses 12 travaux ordonnés par Eurysthée, roi de l'Argolide, devait capturer Cerbère vivant. On le connaît plus sous le nom d'Hercule. En arrivant à passer Charon, il rencontre Hadès dans les profondeurs. Il demande la permission d'emmener Cerbère à la surface, ce à quoi Hadès consent si Hercule parvient à maîtriser la bête sans armes, ce qu'il réussit. Il écrabouille la bête pour n'en faire qu'un petit chiot et le hisse sur son dos, le traînant hors du monde des enfers. Il l'amène à Eurysthée, qui en est si effrayé qu'il demande à Hercule de le ramener au monde souterrain. De passage à Mycène, le monstre contamine de sa bave empoisonnée des plantes que les sorcières utiliseront ensuite pour leurs propriétés maléfiques. On l'appelle aujourd'hui l'aconite, une fleur aussi mortelle que magnifique. La mythologie grecque est pleine de monstres terrifiants, mais n'oubliez jamais qu'Hercule a ramené le chien noir à 3 têtes au fond, et que Cerbère garde toujours la porte des enfers. Un podcast un peu spécial aujourd'hui puisque je vous ai mis 2 histoires, donc une mythologique et une entre guillemets légende, parce que les légendes souvent sont basées sur des faits réels. Elles sont un peu dans le même thème, voilà, c'est par rapport au chien noir en fait, et je voulais un petit peu parler de ça parce que malheureusement, et on peut mettre les chats avec aussi, parce que il y a beaucoup de superstitions, de choses comme ça, qui fait que malheureusement les chats et les chiens noirs dans les refuges, ce sont un peu les derniers qui partent, parce que les gens, bon bah après même si c'est pas conscient, je pense que dans l'inconscient collectif c'est plus compliqué. Après moi j'adore les chats noirs et tout, c'est trop beau, hein, mais voilà, dans l'inconscient collectif, faut savoir quand même que par exemple les chats, il y a eu une époque où bon, c'était religieux surtout, c'était beaucoup dans les religieux qui faisaient ça, hein, la religion chrétienne n'a pas fait que du bien. Hein. Alors là, âme sensible, s'abstenir, hein, parce que je vais vous expliquer comment ça a marché il y a une certaine époque. Pour les chats noirs, donc les chats noirs, on les chassait, on récupérait tous les chats de la ville, on les mettait dans un sac et on les brûlait, mais on les brûlait pas juste en les jetant dans le feu. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils voulaient qu'ils souffrent. Voilà, pour eux, c'était le mal, c'était les chats des sorcières, c'était les choses comme ça. Et donc, en fait, on soulevait le sac au-dessus du feu, on mettait des bâtons, je sais pas ce que c'était, mais bon, bref.
Et en fait, le sac était au-dessus du feu. Donc en fait, les chats, ils souffraient, vraiment, je pense. Hein, ça ne doit pas être très très agréable. Et en fait, quand le sac prenait feu et qu'il se perçait, en fait, les chats tombaient dans le feu et mouraient. Voilà, à moins qu'ils sont déjà morts avant. Enfin, bon. Voilà, donc c'était un peu dégueulasse. Mais bon, voilà, ça c'est des inconscients collectifs. Voilà, les chats des sorcières, les chiens noirs, c'est des chiens agressifs, machin, alors que pas du tout, ça veut rien dire du tout. Par exemple, prenez un rot ou même un malinois, hein, vous le mettez sur Photoshop un petit peu, vous remplacez le noir par du blanc ou par du beige clair ou j'en sais rien, par une autre couleur. Je vais vous dire, ça sera complètement différent au niveau de... Pourtant, ça sera les mêmes chiens, hein, la même gueule, la même caractère, tout. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même... Malheureusement, même dans l'inconscient collectif, l'énergie sera différente. Par exemple, je reprends le malinois, comme j'ai moi. Si vous regardez un berger blanc suisse, au niveau de la tête, à part qu'il y a un peu plus de poils, ça y ressemble beaucoup. Sauf que vous prenez la tête d'un malinois et la tête d'un berger blanc suisse, la personne elle va dire « Ah bah ouais, mais le berger blanc suisse il est gentil, alors que le malinois, avec sa gueule noire là, ça va faire peur tout de suite quoi. » Enfin c'est un peu dommage parce que c'est qu'ils soient noirs, blancs, de n'importe quelle couleur, hein, les chiens ils sont tous pareils. Enfin pareil, je m'entends, c'est pas, ça reste des chiens. Voilà, il n'y a pas plus de chiens noirs agressifs que de chiens blancs ou de petits ou de grands ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc si vous allez chercher un chien, n'ayez pas peur de prendre un chien noir. Ça serait sympa pour eux quand même parce que plus ils restent en cage et moins ils sont bien après quoi. Donc puis après il y a plus de travail aussi parce que bon les pauvres, même si les refuges font du mieux qu'ils peuvent et que les bénévoles sont là pour aider les chiens, rester dans une cage, c'est pas non plus, c'est pas une super vie quoi. Voilà, donc je terminerai avec ça. Et puis, comme d'habitude, si vous avez d'autres idées sur ce thème, etc., n'ayez pas peur de laisser un commentaire, de me dire un peu si ça vous plaît, voilà. Et puis, si ça vous plaît, vous vous abonnez, vous laissez un commentaire, et je reviendrai vous raconter des histoires de chiens